Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 20 millions d'enfants de la Corne de l'Afrique seraient en situation d'urgence alimentaire. L'une des causes, la sécheresse la plus grave depuis 2 générations. Face à cette situation, l'UNICEF s'alarme. En Ukraine, face à la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les troupes de Moscou depuis mars, la ville ukrainienne de Nikolopol est la cible régulière de frappes russes depuis l'été. Conséquence, dans la ville, les habitants subissent des coupures de courant. Et enfin, c'était le 2 novembre dernier à Pretoria, les chefs des rebelles tigréens et du gouvernement fédéral éthiopien se réunissaient pour signer un accord de cessez-le-feu. Plus d'un mois et demi après, où en est-on concrètement de l'accord ? Ce lundi, une délégation s'est rendue à Mekele pour regarder l'avancée des points de l'accord. Je vous l'annonçais en titre, d'après l'UNICEF, plus de 20 millions d'enfants sont désormais confrontés à la menace de la faim, de la soif et de la maladie. Une situation que l'agence onusienne explique par des conflits, l'inflation mondiale, les pénuries de céréales qui dévastent la région et la sécheresse. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. Ce sont des chiffres inquiétants. Jeudi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a publié un rapport révélateur de la situation humanitaire dans la Corne de l'Afrique. Près de 20 millions d'enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie. Ils sont majoritairement de l'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie. 20 millions d'enfants en urgence alimentaire, c'est le double comparé au mois de juillet dernier. Alors que des efforts collectifs et accélérés ont atténué certains des pires effets de ce que l'on craignait, les enfants de la Corne de l'Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de 2 générations. La sécheresse est bien sûr la cause principale de cette situation, une conséquence du changement climatique. Les conflits, l'inflation et les pénuries de céréales sont aussi des facteurs qui frappent cruellement la région de la Corne de l'Afrique. Au mois d'octobre, le directeur régional de l'UNICEF était au Kenya pour alerter de cette situation désastreuse. Il s'agit de l'une des pires sécheresses enregistrées depuis 4 décennies. Elle a touché presque tous les pays de la Corne de l'Afrique. Les plus touchés étant la région somalienne de l'Éthiopie, la Somalie en tant que pays, ainsi que la partie nord du Kenya. À l'heure où je vous parle, la situation est si grave que nous sommes engagés dans une course contre la montre. Nous devons massifier et intensifier l'intervention pour sauver des vies. Parmi ces 20 millions d'enfants, il serait 2 millions en Éthiopie, au Kenya et en Somalie dans le besoin d'un traitement urgent pour la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim selon l'ONU. Pour faire face au problème, l'UNICEF en appelle à la générosité et réclame près de 800 millions de dollars pour apporter une aide vitale et urgente aux enfants et à leurs familles, puis 700 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les investissements à long terme et permettre aux enfants et à leurs familles de s'adapter au changement climatique. Et restons dans cette région de l'Afrique, direction l'Éthiopie, presque 2 mois après la signature d'accords de cessez-le-feu entre armées fédérales et rebelles tigréens. L'heure est au premier constat. Ce lundi, une délégation menée par la Chambre des représentants s'est rendue à Mekele pour chapeauter les points de l'accord de paix signé à Pretoria. Mathieu Nicolas. Ce sont des images historiques. Lundi, une délégation éthiopienne est arrivée à Mekele, la capitale du Tigré, pour une première visite officielle dans le processus de paix lancé en novembre après un conflit meurtrier. Objectif, superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé le 2 novembre entre les autorités dissidentes du Tigré et le gouvernement fédéral. Une étape importante saluée par le porte-parole des autorités du TPLF. Le geste du gouvernement de donner le feu vert à la restauration des services attendus depuis longtemps est louable. Le fait qu'aucun des membres de la délégation n'ait pris la peine d'amener des gardes de protection rapprochés témoigne de leur confiance dans l'engagement du Tigré. Le Tigré, pour sa part, a accueilli et traité ses invités avec un sens du respect et de la responsabilité. Nous continuerons à tirer parti des progrès tout en relevant les défis à venir.
Pour l'instant, aucun détail sur la durée ou le programme de cette visite n'a été communiqué. Mais une chose est sûre, les dirigeants se réjouissent d'une telle avancée dans ce dossier, plus d'un mois après la signature d'un accord visant à mettre fin à la guerre. Une guerre qui a ravagé durant 2 ans le nord de l'Éthiopie, faisant des milliers de morts et plongeant la région dans une profonde crise humanitaire. Le texte prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et des communications à cette région coupée du monde depuis plus d'1 an. En République démocratique du Congo, l'armée a qualifié samedi de leurre et de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale le retrait des rebelles du M23 de Kibumba. Selon elle, la rébellion renforce ses positions en d'autres endroits. Émeric Torrignon. C'est ici à Kibumba que se sont rencontrés vendredi des officiers de la force régionale de l'EAC et des représentants de la rébellion du M23 vendredi. Objectif, signer le retrait de ce groupe armé de cette ville stratégique de l'Est de la RDC récemment conquise. Plusieurs dizaines de combattants du groupe rebelle ont participé à cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance détendue. Nous espérons que le gouvernement de Kinshasa saisira cette opportunité avec deux mains et travaillera également pour instaurer la paix dans notre pays. Pour le M23, ce geste qu'il qualifie de volontariste vient appuyer les efforts du mini-sommet de Luanda, même si ce retrait annoncé n'est pas synonyme de paix retrouvée dans cette région de l'Est de la RDC. Il est un premier pas dans la résolution du conflit qui préoccupe toute la région est-africaine. Nous prenons note du fait que le M23 a commencé à se retirer des zones qu'il contrôle, en totale conformité avec le communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Le retrait du M23 et la prise en charge ultérieure par la force régionale d'Afrique de l'Est des zones sous contrôle est un indicateur positif que la stratégie convenue de rétablissement de la normalité dans l'Est de la RDC reste sur la bonne voie. Mais du côté de la RDC, on ne croit pas un seul instant en cette expression de bonne volonté de la partie adverse. Samedi, dans un communiqué, les forces armées congolaises se montrent prudentes. Pour elles, ce retrait n'est rien d'autre qu'un leurre, un geste pour détourner les attentions. Le désengagement annoncé avec pompe est un leurre et une simple publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leur position initiale de Sabinio, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et le Bambou. Pour appuyer ces inquiétudes, l'armée congolaise a également évoqué des affrontements qui ont éclaté vendredi dans le parc national de Virunga entre les FARDC et les rebelles du M23. Dans le pays, samedi marquait aussi le lancement des procédures d'enrôlement des électeurs, un recrutement qui a démarré à Kinshasa et dans 10 des 26 provinces du pays en vue des élections dont la présidentielle et législative prévues le 20 décembre 2023. Mais face au manque d'affluence, l'opposition reste sceptique. Plus d'informations sur le sujet avec Swilas Bay. À peine commencé, samedi, l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo pour les scrutins présidentiels et législatifs suscite des remous. Un démarrage dont la logistique a fait l'objet de vives critiques de la part de l'opposition et d'une partie de la société civile. Nous avons constaté qu'il y a une grande lenteur dans l'opération et un manque de maîtrise de ces nouvelles machines par les opérateurs de saisie. C'était constaté presque partout. Plus de 50% des centres d'inscription n'étaient pas ouverts. Ceux qui étaient ouverts, il n'y avait peut-être pas d'agents suffisants, pas de matériel. À certains endroits, on a vu le matériel arriver en taxi. On sent que cette opération a été lancée dans la précipitation. Le 10 décembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'était pourtant dit confiant quant à la tenue des élections présidentielles et législatives pour l'année 2023. Mais pour l'opposition, les difficultés enregistrées au début de ce processus d'enrôlement ne présagent rien de bon pour la suite.
Nous vous donnons l'exemple de la ville de Matadi dans le Congo central. Sur 35 centres d'inscription que la CENI a publiés, nos équipes ont fait la ronde. On n'a trouvé que 22 centres. Tout le reste, ce sont des maisons d'habitation, des centres fictifs. Donc le scénario d'un processus d'enrôlement programmé pour échouer est déjà lancé. La gestion est amateur, l'organisation est chaotique. La Commission électorale nationale indépendante a tenu à relativiser ces problèmes d'organisation en les qualifiant de simples retards à l'allumage et demeure optimiste pour la suite. Pour rectifier le tir, l'opposition a d'ores et déjà demandé une prolongation d'une durée de 30 jours de cette opération d'enrôlement. Élections toujours, mais cette fois au Bénin, avec les élections législatives qui se dérouleront le 8 janvier prochain. 7 partis politiques sont en liste avec, pour la première fois sous la gouvernance de Patrice Talon, le parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi. Une présence qui réjouit de nombreux électeurs persuadés que la partie n'est pas gagnée d'avance. Un quota de 24 sièges sera aussi réservé aux femmes sur les 109 du Parlement à élire. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba va-t-il briguer un mandat lors de l'élection présidentielle d'août 2023 ? C'est en tout cas ce que souhaitent les membres du PDG, le Parti démocrate gabonais, qui à l'issue de son 12e congrès ordinaire ont appelé le président actuel à se porter candidat. Laurent Leleu. Une phrase laconique et un souhait commun du Parti démocratique gabonais, celui de voir l'actuel président Ali Bongo se présenter aux élections présidentielles de 2023. Nous, le Lucien Kama président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Vendredi et samedi dernier, ils étaient plusieurs milliers de délégués et de militants vêtus de chemises aux couleurs du drapeau gabonais dans un stade à la périphérie de Libreville, la capitale. L'ambiance était festive, une ferveur populaire pour saluer les actions de l'actuel président. Nous sommes venus non seulement pour redynamiser notre parti et ensuite solliciter la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour l'avenir de notre pays. À 8 mois du scrutin présidentiel, alors que beaucoup l'encouragent à se présenter au prochain scrutin, Ali Bongo ne s'est pas encore officiellement prononcé. La Constitution, révisée en 2017, a mis fin à la limitation des mandats présidentiels. Insécurité, incendie, prix des cartes de séjour et prise d'otages. En Centrafrique, le Premier ministre Félix Moloua vient d'être interpellé par les élus de la nation pour les éclairer sur 4 points inscrits à l'ordre du jour. Le point sur la situation avec notre correspondant sur place, Roland Jean-Paul Chibinda. La majorité des 140 députés, par cette interpellation, voudrait s'assurer des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour trouver des solutions aux 4 préoccupations d'ordre sécuritaire, social et diplomatique que le pays connaît ces derniers temps. Une enquête a été diligentée. Aujourd'hui, c'est très avancé. Le ministre de la Justice m'a informé qu'ils sont en train de boucler cela. Mais dès qu'on aura la totalité, on pourra maintenant en parler et en discuter. Voir qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, ça c'est des dangers. C'est d'appeler l'attention de tous les Centrafricains. C'est des questions de sécurité, notre sécurité, que nous soyons vigilants. Il faut dénoncer, passer les informations pour nous permettre de prendre les dispositions. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour présenter les tenants et les aboutissants des principales questions soulevées par les groupes parlementaires et les députés en individuel, sans pour autant aborder les questions liées à des prises d'otages, aux multitudes d'incendies des maisons d'habitation et à l'augmentation des prix de cartes de séjour des ressortissants des pays hors CEMAC, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest qui ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale à cet effet. Maintenant, en ce qui concerne les incendies, oui, il faut voir les causes. Il y a d'abord les installations illicites. En majorité, ce sont ces installations qui causent ces incendies. La seconde cause, c'est le carburant. Vous savez, suite à la guerre de la Russie et l'Ukraine, nous avons assisté à une désorganisation de tout le système économique.
y compris la distribution de carburant, tout, nous avons connu à un moment donné une pénurie aiguë. Bon, dans une telle situation, il y a certains qui en profitent pour pêcher dans l'eau trouble. Il faut dire que cette séance d'interpellation aura valu la pertinence d'un bilan de gouvernement de l'année 2022 qui va s'achever à la fin de ce mois de décembre de l'année en cours avec la mise en place du budget de l'année 2023 qui va clôturer la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Souvenez-vous, cet été, près de 2000 migrants venant d'Afrique subsaharienne tentaient de traverser la frontière de Nador au Maroc vers Melilla, une enclave espagnole située sur le sol marocain. Et bien, face aux forces de sécurité marocaines, une violente répression avait eu lieu, ce qui avait causé une vingtaine de décès. Eh bien, 87 migrants ont écopé de peines de prison ferme allant de 2 ans et demi à 3 ans pour entrée illégale sur le territoire. Un verdict sévère selon les associations de droits humains. En Chine, 250 millions de contaminations Covid dénombrées. Aux États-Unis, le bilan de la tempête hivernale grimpe à 32 morts. Et en Afrique du Sud, une explosion d'un camion-citerne à Johannesburg cause la mort de 15 personnes. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou et Noël Dong. D'après les informations des médias The Financial Times et Bloomberg, la Chine aurait enregistré ces 20 derniers jours 250 millions de contaminations au Covid-19 ainsi que 5000 morts dues au virus par jour. Les deux médias américains expliquent avoir été informés de ces données par des personnes impliquées dans les discussions sanitaires du pays. 250 millions de contaminés, soit 18% de la population chinoise. Ces estimations sont avancées depuis l'abandon de la politique chinoise du zéro Covid. Des chiffres loin du bilan et des statistiques communiquées par les autorités chinoises qui n'ont pas encore réagi à l'information des médias américains. Aux États-Unis, le bilan de la tempête hivernale est grimpé à 32 morts et des dizaines de milliers d'Américains sont sans électricité depuis le jour de Noël. 9 États du centre et l'est du pays sont concernés. Certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures et d'autres dans la rue au milieu de la neige. Des milliers de vols ont été annulés, des routes coupées. Depuis mercredi 22 décembre, les États-Unis sont frappés par une tempête d'une rare intensité. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence et près de 70% de la population est affectée. En Afrique du Sud, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg est désormais de 15 morts. Une quarantaine de personnes sont blessées. Samedi, un camion rempli de 60 000 litres de gaz s'était retrouvé coincé sous un pont dans le quartier résidentiel de Boksburg, à 2 pas de l'hôpital Tambo Memorial, puis il a explosé. 37 personnes qui se trouvaient au service des urgences de l'hôpital en question au moment de l'explosion ont subi des brûlures graves et ont été évacuées vers d'autres établissements. En France, 4 jours après l'attaque par balle proche d'un centre culturel kurde où 3 personnes ont été abattues de sang-froid, l'émotion est toujours aussi vive. Une marche blanche en hommage a eu lieu aujourd'hui à Paris. Et en réaction à cette tuerie, des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté lors des 2 derniers rassemblements de ce week-end. Le principal accusé, un homme de 69 ans, a été remis en liberté ce lundi matin après avoir été placé en garde à vue ce week-end. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Écoutez à ce propos Agit Polat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France. Un véhicule turc, nous l'avons vu, je l'ai vu personnellement, nous avons des images dans ce sens-là, est rentré sur la place de la République, a fait le signe des loups gris et a provoqué de cette manière-là. Donc c'était l'étincelle, en tout cas, qui à ce moment-là a provoqué toute cette colère qui s'était réunie de toute manière dans cette place de la République. Et à partir de ce moment-là, nous avons, nous, dans un premier temps, organisateurs de la manifestation, essayé de nous interposer entre les manifestants et les forces de l'ordre aussi par la suite. Et dans ce sens-là, malheureusement, nous n'avons pas réussi et nous avons été obligés d'annuler notre manifestation. En Ukraine, face à la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les troupes de Moscou depuis mars, la ville ukrainienne de Nikopol est la cible régulière de frappes russes. Conséquence, les habitants souffrent du froid alors que la ville subit des coupures de courant, comme dans l'ensemble du pays. Valentine Exantius.
Au pied de cet immeuble endommagé, une aire de jeu vide. Pas de cris d'enfants. L'ambiance est calme. Sur les murs, les impacts de balles sont visibles. Dans ce quartier de Nikopol, situé en face de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée depuis mars par les Russes, le danger est permanent. En fait, ils utilisent nos citoyens ukrainiens comme boucliers vivants et placent leur position de tir parmi les maisons des civils. Donc je ne peux pas dire que nous pouvons riposter de manière adéquate, malheureusement. À Nikopol, l'économie était principalement basée sur une entreprise de fabrication de tubes d'acier. Au début des années 2000, elle employait plus de 17 000 salariés. Depuis mars, l'entreprise a été touchée plus de 8 fois par les attaques russes. Soumis à un stress constant et avec la peur au ventre, les employés se font de plus en plus rares. Il faut le comprendre. Nous entendons les sirènes, nous entendons les alarmes, mais nous devons en tenir au plan de production et remplir les contrats. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Les bombardements impactent à la fois l'économie et la psychologie des civils. Et pour la première fois depuis des semaines, les forces russes n'ont pas bombardé la ville de Nikopol. Selon les autorités de la ville ukrainienne, les Russes tenteraient une nouvelle méthode, s'emparer de la ville sans attaquer. Et on vient de le voir, les frappes russes ont eu de réelles répercussions sur les habitants, privés parfois d'électricité, mais pas de quoi pour certains les empêcher de faire vivre la magie de Noël. Vous allez le voir, les fidèles de la ville ukrainienne de Kherson se sont rendus à l'église pour célébrer Noël comme un symbole de résilience. Lorraine Mabou. Dans cette église orthodoxe située à Kherson, des fidèles ukrainiens s'y rendent pour célébrer la fête de la Nativité. Contrairement aux années précédentes où Noël est célébré en janvier, cette année, se rassembler en décembre représente un acte de résistance et de défiance contre les traditions des églises orthodoxes russes. C'est une fête pour tous. Comme je l'ai dit aujourd'hui pendant la messe, si nous croyons en la naissance du Christ, nous nous sentons calmes et confiants en nous-mêmes. Même dans le noir complet, sans eau ni chauffage, les Ukrainiens gardent une lueur d'espoir en cette période de nativité. Pour rendre les fêtes chaleureuses malgré la guerre, les chrétiens se réunissent pour se réchauffer et prier ensemble. Il y a un environnement de peur et d'escalade autour de nous. Mais ici, nous ressentons de la joie. C'est tout le contraire. Le Christ est né, nous le louons et le célébrons. Regardez comme notre vertèbre est magnifique. D'habitude, nous avons un grand sapin de Noël avec une étoile au sommet, mais cette année, il est plus modeste. Mais nous ressentons de la joie malgré tout. Le souvenir des personnes disparues au combat est encore présent dans les mémoires. Noël est donc l'occasion pour ces chrétiens de prier pour ces personnes ainsi que pour la paix en Ukraine. Je prierai pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui ont donné leur vie pour notre pays, pour leur famille, pour chacun d'entre nous. Je veux la paix et la joie dans nos foyers. Et je suis sûre que tout ira bien. Je le sais et j'en suis sûre parce que Dieu est avec nous. Et Dieu vaincra. Malgré les attaques russes qui ont plongé des millions de personnes dans l'obscurité, la famine et la mort, les Ukrainiens créent leur propre miracle de Noël en attendant le retour progressif de la paix dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et continuez à vous informer sur Télésud.